Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue à ce bootcamp de l'ingénierie durable. Euh, on va prendre le temps que vous puissiez tous vous installer, vous connecter. On va attendre quelques petites minutes. En attendant, pour vérifier que le chat fonctionne, est-ce que vous pourriez me dire si vous connaissez Ecolearn ou pas? Euh, voilà. Donc n'hésitez pas. Ah, je vois qu'on a des petites réponses. Rodolphe qui... Bah, déjà, bonjour Rodolphe également. Et très bien, je vois que... Ok, on est un petit peu connus, très bien. Est-ce que vous nous connaissez parce que vous avez fait des formations ou vous nous connaissez de nom, simplement? Ah, un salon. Très bien. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir. Bonjour à tous. On va avoir un format qui est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on est plutôt sur des tables rondes. Là, on va vous redonner le pouvoir d'agir. On va réaliser un bootcamp donc spécialisé sur l'ingénierie durable, donc auquel vous allez pouvoir interagir directement. Donc, n'hésitez pas à interagir directement dans le chat. On va donc lire on va essayer en tout cas de lire toutes, euh, toutes vos réponses. Et n'hésitez pas à utiliser la fonction euh, questions et réponses, donc Q et R, pour poser vos questions spécifiques au cas où dans le chat ça aille très vite et si vous avez des questions particulières. Donc voilà. En tout cas, bonjour à tous. Euh, Ah, je vois qu'on nous a connus via des sites web. D'accord, veille globale également du développement durable. Ah bah c'est super. Déjà, ça fait plaisir de voir qu'on nous suit pour différentes raisons. Euh, c'est super. Top. Euh, donc parmi vous, bah écoutez, je vois qu'il est 35, j'allais vous poser une autre petite question, mais je pense qu'on peut peut-être commencer parce que on a un timing assez serré si on veut pouvoir vous donner toutes les informations. Mais juste par curiosité, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont ingénieurs? J'imagine que oui, si ça vous intéresse, mais juste par curiosité, est-ce que vous avez d'autres personnes voilà, pour savoir un petit peu combien de personnes sont ingénieurs parmi? Je vois qu'on a des oui, oui, informatique, ingénieur, très bien, mais c'est super. Bah écoutez, vous êtes au bon endroit parce que c'est le bootcamp de l'ingénierie durable. Et on va commencer. Donc, tout d'abord, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas EcoLearn, mais je vois qu'il y en a beaucoup qui connaissent, euh, donc juste pour un petit rappel, EcoLearn, c'est un organisme de formation qui conçoit et qui dispense des formations qui sont dédiées à la durabilité et qui sont destinées aux professionnels, entreprises, mais également cabinets de conseil et écoles. Donc voilà, on a différents types de formations, que ce soit des formations assez générales sur la durabilité où vous allez apprendre tous les fondamentaux et d'autres formations métiers où on va avoir vraiment des axes spécifiques, notamment, bah, on prend l'exemple d'aujourd'hui, ingénierie durable, où vous allez apprendre tout ce dont vous avez besoin de savoir pour être opérationnel en tant qu'ingénieur durable. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on a une ingénieure qui va pouvoir nous faire le cours. Donc, Elena Mathias Casacubata. Je vais te laisser te présenter, Elena, si ça te convient. Et c'est elle qui va tout nous apprendre. Voilà. Super. Bonjour à tous et à toutes. Merci Mao. Alors, moi, je suis Elena. Je suis centralienne. Je suis pas ingénieure mécanique ni informatique. J'avais fait biosciences en troisième année, plutôt côté santé, mais un petit peu d'agro aussi. Et donc, chez Ecolearn, ça fait maintenant 4 ans que je suis là. Et je suis la chef de l'équipe produit, donc un peu responsable des différentes formations qu'on a chez nous. Et du coup, un peu responsable académique. Et trop bien, Béatrice, merci pour votre retour. Et donc, je propose qu'on commence, Mao, si... Oui, Bon, bien sûr. si tu veux te présenter un petit peu vite fait, peut-être aussi.
Écoutez, bah, enchantée, moi c'est Mao, je travaille pour Ecolearn également et je m'occupe de tout ce qui est l'organisation de, webinaires, salons, et cetera et je serai là pour être, un petit peu madame loyale et surtout rappeler à Elena le timing et voilà, vous accompagner, tout au long, de ce webinaire. Alors, en parlant de ça, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Elena, si tu peux, nous présenter un petit peu le programme? Bien sûr. Alors, on va faire 3 petits, on va dire, morceaux un peu plus théoriques, mais qui vont être assez interactifs quand même. Vraiment, l'idée, c'est un peu, bah, même si c'est ce format webinaire où on ne vous voit pas forcément, mais qu'on puisse échanger, vous utiliser le chat et tout. Donc, il y aura tout d'abord des petits fondamentaux qui vont être présentés sous forme de quiz. Bah, questions à choix multiples. Pardon. Ensuite, on va parler de l'éco-conception et de l'économie circulaire. Et on va utiliser à chaque fois des petits exemples pour un peu bah, vous montrer en quoi consistent ces éléments et comment en fait bah, la durabilité et l'ingénierie sont très connectés. Et on finira du coup par présenter notre programme de la formation Manager l'ingénierie durable. Parce qu'en fait, ces deux concepts qu'on va creuser plus en profondeur sont beaucoup plus développés dans notre formation avec plus d'outils opérationnels pour le mettre en place, plus de cas pratiques pour bien les comprendre. Donc, je propose du coup qu'on commence par le premier quiz, si ça Eh te ben, va, Mao. passons au quiz, testons vos connaissances. Hop, Ok. c'est parti. Donc, la première sur le changement climatique, un petit peu général et qui on s'installer. Parmi les conséquences suivantes, lesquelles sont associées au changement climatique? Donc, vous avez A, réduction des rendements agricoles, B, augmentation de la température atmosphérique, C, déplacement massif de population, D, augmentation de la température des océans, E, vecteur de maladie, et F, conflit armé, où j'ai toutes les réponses. Donc, n'hésitez Selon pas à vous, répondre directement oui, dans le sur chat. le chat. Ouais, parfait. Voilà, je vois que on est tous d'accord. Et On en a pas effet, mal de G. vous avez bien raison, le changement climatique a clairement des influences sur tout cela. Que ce soit parce qu'on a de moins en moins de ressources, comme l'eau, du coup, des conflits armés, dans l'enjeu géopolitique, que ce soit parce que, bah, il y a des eaux qui montent, donc des personnes, ou des sécheresses, des familles, des personnes qui doivent bouger, donc déplacement massif de population, l'acidification des océans, l'augmentation de la température. Euh, Bah, tout ce qui est permafrost qui fond avec des potentielles bactéries qui peuvent se libérer, tout ça, tout ça. Donc, je propose qu'on passe à la question suivante. Ensuite, la transition énergétique vers les énergies renouvelables réduit la pression sur les ressources naturelles sans nécessiter une réduction de notre consommation énergétique. Là, on est vraiment sur des petits fondamentaux aussi pour voir. Alors, on a eu un vrai, mais Ouais, en général, go. c'est deux vrais. La majorité, c'est des faux pour l'instant. Voilà. En fait, juste peut-être quelques d'autres personnes pour faux, faux. Très bien. Ben, en effet, comme on dit un peu la majorité des personnes, il est important d'avoir en tête que la transition énergétique, bien qu'elle va réduire notre dépendance envers les combustibles fossiles, elle n'élimine pas du tout la pression sur les ressources naturelles. En fait, quand on pense aux technologies renouvelables, comme les panneaux solaires, les éoliennes, les batteries, tous vont nécessiter certains types de matériaux, le lithium, le cobalt, le cuivre. Et pour extraire ces matériaux, pour traiter ces matériaux ensuite et pouvoir les transformer, en fait, on va exercer une grande pression, ça va avoir un impact significatif sur l'environnement, notamment en termes d'eau, en termes de consommation énergétique pour la transformation. Et donc, ça fait que si on a la même consommation énergétique ou qu'elle continue de croître, même avec des énergies renouvelables, ben, en fait, euh, ça va être compliqué. En fait, on va exercer de plus en plus, enfin, on va continuer de faire cette pression sur les ressources naturelles. Maintenant, allons plus en détail vers l'ingénierie durable et moins des connaissances plus générales. Alors, pourquoi est-il important pour un ingénieur de s'aligner sur les objectifs du développement durable, selon vous? Vous pouvez aussi, si vous avez d'autres idées, et ce ne sont pas donc A pour améliorer l'image de l'entreprise, pardon, B pour répondre aux attentes de leurs clients, C pour réduire l'impact environnemental et social de leurs choix techniques, ou D pour maximiser les profits. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les partager. Je vois un BCD, On a du C en ouais, majorité. beaucoup de C, un petit peu de D, tous. Tous?
C'est Oui, vrai que c'est un choix multiple. c'est c'est vrai que ABC, bon, nous, on en avait choisi une simplement parce que bon, c'est surtout après c'était de durabilité parce que en vrai, vraiment l'ingénieur avec les différents processus qu'il va pouvoir mettre en place, ben, il va pouvoir réduire l'impact environnemental, donc la conception des produits et tout. Mais c'est vrai que lorsqu'on va parler d'économie circulaire, tout ce qui est, ben, on va réutiliser des matériaux par exemple, donc ça peut faire qu'avec ce recyclage, ben, peut-être qu'on dépense moins, que les coûts ça réduit, donc finalement ça va pouvoir, les prix vont pouvoir être plus importants. Exactement, c'est un peu comme ce que dit Appeline. C'est vraiment l'ingénieur va être plus concentré sur le C, mais l'entreprise, tout le A, B et le D va pouvoir être intéressant pour elle. Donc voilà, super. Euh, Quel est J'en l'impact profite. possible des choix techniques d'un ingénieur qui se concentre sur l'optimisation de produits et de ses fonctionnalités sur l'environnement? Est-ce qu'il peut augmenter la diversité, réduire des ressources en eau, aucune influence ou amélioration de l'accès aux matières premières? Quel est en fait un ingénieur qui va regarder, va faire ses choix, des choix techniques. On va revenir après quand on va travailler sur l'exemple d'une analyse de cycle de vie. On va comparer différents types de sèche-main et donc quelle influence il peut avoir. Alors j'ai vu un A m'aider, surtout B et D, mais A aussi. Alors ici, c'est vrai que en fait, ce qui était dit, c'est qu'ils se focalise que sur les choix techniques. Et on voit que très souvent, la façon dont ça fonctionne, si on regarde que optimiser au maximum, ben, la façon dont fonctionnent les différents produits, il se peut que du coup, on passe sous silence des enjeux environnementaux comme la biodiversité et et l'amélioration des accès aux matières premières. Alors que si on intègre la durabilité, parce que si on ne parlait pas d'un ingénieur durable, on peut justement éviter de aller vers ce sens-là. Euh, je passe à la suivante question. Je ne veux pas non plus faire trop traîner ça. Alors, est-ce que vous connaissez le technodiscernement? C'est quelque chose dont on parle dans notre formation. Peut-être que vous ne connaissez pas. Et si vous connaissez, peut-être que du coup, ça sera une question très simple pour vous. Mais en fait, est-ce que le technodiscernement consiste à évaluer de manière critique l'impact des technologies pour s'assurer qu'elles sont réellement bénéfiques sur le plan social, environnemental, au lieu de simplement adopter de nouvelles solutions technologiques? Ah, je vois. En fait, c'était une façon un petit peu détournée de vous présenter cette nouvelle définition, mais en fait, vous avez bien raison, c'est exactement ça. C'est pour que vous ayez tous bien le temps de la lire et de la comprendre. C'est ça. Donc, c'était vrai. Et oui, et donc c'est très intéressant parce qu'on a l'impression que, en fait, on est un peu dans avec le développement de l'IA, de toutes les nouvelles technologies, du machine learning, on a l'impression qu'on est poussé vraiment vers ce développement technologique. Et le technodiscernement est assez intéressant parce que du coup, on peut choisir, en fait, vers quel type de progrès est-ce qu'on va, quelle technologie est-ce qu'on adopte, en se disant, bah, tout type de progrès n'est pas vrai. Donc, passons à la question suivante. Comment le technodiscernement et les systèmes de coproduction contribuent-ils à une démarche d'ingénierie durable? Parce que je vous laisse les lire, sauf si vous voulez que je vous les lise. Je peux vous les lire. Mais elles sont un peu longues. Je pense que tu peux les laisser lire, t'inquiète, Elena. Je vois qu'on a pas mal de C, Ouais. en tout cas, Pour l'instant. juste Après, il pour y a des info. personnes qui répondent en privé à nous, et il y a des personnes qui répondent à tout le monde. Mais nous, on a parfois plus de réponses que vous. C'est ça. Mais sachez que c'est totalement OK, hein. Vous pouvez aussi nous envoyer les informations directement aux autres et panélistes, il n'y a pas de souci avec ça. Bah, je pense qu'on a eu pas mal de réponses. Et Ouais, en effet, vous aviez raison, c'était bien la C. Juste pour petites informations, donc le concept de techno-discernement, on va revenir dessus par la suite plus en détail. Elena va nous expliquer plus en détail en quoi ça consiste. ouais, ouais. Je pense qu'on peut. Oui, parce que là, on commence à être un petit peu juste niveau timing. Sur cette première partie, allons-y, continuons. Alors là, un petit topo parce qu'on voit que les contraintes réglementaires sont en train d'évoluer beaucoup, notamment avec plein de directives au niveau européen, les législateurs qui se saisissent de la situation pour essayer ben, justement que les entreprises soient plus responsables et plus durables. Donc, faisons quelques petites questions. Euh, alors, est-ce qu'en tant qu'ingénieur, vous savez, parmi les suivantes réglementations, quelle est la directive européenne qui vise à promouvoir l'éco-conception dans les produits industriels? Donc, on ne vous a pas mis ce que ça veut dire, on vous dira après pour chaque petit truc.
Alors, on a un B, on a des B. J'ai l'impression que je pose cette question-là. Alors, est-ce que vous les Là, connaissez? Peut-être que vous les connaissez pas, en fait. J'ai l'impression que ah, les personnes ne connaissent pas ces types. Donc, ils n'en connaissent aucune. Donc, je propose qu'on passe à la solution, du coup. En fait, ça ce qui tombe est bien. assez intéressant aussi. Ouais. En fait, là, du coup, on va vous donner ce que ça voulait dire. Donc, la première, c'est Energy Efficiency Directive, qui va vraiment, du coup, se concentrer sur l'efficience énergétique. Ensuite, il y a la deuxième qui est Packaging and Regulation, où, du coup, ça va vraiment tout sur les déchets, tous les plastiques, utilisation unique et autres. Ça va être, et comment est-ce qu'on va réguler tout le packaging et les déchets. Ensuite, pour la DSD, qui est la Dangerous Substances Directive, là, ça va plus être orienté pollution, mais il y en a une spécifique pour l'éco-conception, qui est l'Eco-Design for Sustainable Products Regulation. Donc voilà, chaque directive donne, en fait, elle doit être ensuite déployée au niveau national par chaque pays. Et donc, notamment la loi AGEC en France. Euh, et donc, je laisse Mao passer à la suivante question. Au cas où j'ai dit AGEC, c'est anti-gaspillage et économie circulaire. Au cas où vous ne le savez pas, mais c'est vrai qu'on en parle tellement que je me dis, d'accord. Qu'est-ce que la responsabilité élargie des producteurs? Oh. Alors, je vois beaucoup, on voit quelques C. C et, en fait, qu'est-ce que c'est? Oui, la réponse est bien la C, parce qu'en fait, cette responsabilité, ce qu'elle va dire, c'est que c'est tout le cycle de vie qui est responsabilité des producteurs. Pas simplement, en fait, le moment où on va concevoir, mais aussi la fin de vie. Là, on va passer justement à l'ACV, l'analyse de cycle de vie. Mais en fait, il faut que les producteurs aient en tête toute ce cycle de vie. Donc, voilà, en fait, il y a des entreprises qui vont fabriquer certains produits qui vont générer des déchets qui vont être soumises à cette responsabilité élargie du producteur. Il existe aujourd'hui 20 filières REP. Et donc, c'est pour ça. Donc, ça peut être pour tous les producteurs, mais pour certains types de producteurs. Mais bon, ça, c'est de la législation qu'il faut explorer un peu plus en détail. On parle directive ou de réglementation française. Alors, c'est en fait lorsque l'Union européenne fait une directive, ensuite elle doit être déclinée au niveau national. Donc, par exemple, la CSRD, qui est une directive européenne, va ensuite devoir être traduite dans le droit français. Et donc, c'est un peu comme ça pour toutes les directives européennes. Il y en a qui ont besoin d'être transposées, c'est un peu le terme technique qu'on utilise. Il y en a qui sont directement applicables en fonction du type de loi, on va dire, que l'Union européenne passe. Est-ce que c'est une directive ou autre? Mais dans le cas des directives, il faut qu'elle soit traduite au niveau français. c'est Et ça. donc, c'est Donc, cette transposition. Ouais. pour rappel, n'hésitez pas à poser vos questions directement dans le chat, notamment comme Evelyne l'a fait. Voilà, l'objectif de ce bootcamp, c'est aussi de pouvoir échanger, c'est de vous pouvoir donner l'occasion de prendre du temps, de peut-être détailler certains points que vous n'avez pas compris. Évidemment, dans un temps court, parce qu'on n'a que 1 heure, mais en tout cas, n'hésitez pas. Et pour la suite, donc là, vous venez de faire un petit quiz. Et là, on va partir plus sur un petit exercice pratique. Donc d'abord, une petite définition. Elena, je te laisse reprendre la main sur la présentation de l'éco-conception. Donc, alors, bon, l'éco-conception, on a un petit peu parlé là avec la directive européenne, mais en fait, c'est vraiment cette idée au moment de la conception du produit, déjà, on va s'intéresser à quel est tout le cycle de vie de ce produit-là pour essayer de diminuer tout ce qui est impact. Et donc, c'est très important de le mettre depuis la conception pour limiter les impacts. Par exemple, en termes informatiques, lorsqu'on va créer un certain algorithme, ben, il se peut qu'on se dise, en fait, il faut que je limite le nombre de calculs
qui va faire cet algorithme-là pour donner un résultat pour que l'énergie utilisée soit moindre. Donc ça, c'est pour le cas lorsqu'on a développé un algorithme. Mais pour un produit, on peut se dire, ben, je veux qu'il y ait le moins de déchets possible. Donc si je le fais modulable, si je le fais recyclable, si je le fais réutilisable. Donc c'est vraiment des idées qu'on va avoir au départ depuis qu'on conçoit ce produit. Donc ça, c'est très important parce que c'est vraiment une façon de limiter. Donc voilà, c'est vraiment. En fait, ces slides, vous les aurez à la fin. Donc c'est aussi parfois qu'on a mis tout ce texte pour que vous ayez bien tous les différents éléments qu'on voit et autres. Et donc, si on va voir ben, pourquoi c'est important, ben, on a vu que les réglementations qui sont de plus en plus strictes, les attentes croissantes des consommateurs qui sont de plus en plus inquiets bon, ou de plus en plus intéressés pour limiter tout ce qui est impact. Euh, et c'est ça, en fait, en le concevant pour ça, ben, en le concevant de cette façon-là, on va vraiment réduire la pression qu'on va exercer sur l'environnement. Et donc, c'est ça, dès la phase de conception, même bah, dans tout ce qui est recherche et développement, l'analyse de cycle de vie qu'on va voir à la suite va être très intéressant parce que ça permet de se dire ben, comment est-ce que, ben, par exemple, je vais avoir ce processus pour produire le produit en question. Comment est-ce que je peux l'améliorer au moment du processus? Je pense à la vie qu'il peut avoir après. Est-ce que du coup, il faut que je fasse qu'il soit modulable? Ben, c'est comme ce qu'il faut que ce soit modulable pour qu'on puisse réparer une partie de produit avec une nouvelle pièce qu'on peut intégrer et continuer de l'utiliser pour que, en fait, la vie de ce produit-là soit beaucoup plus longue. Donc, c'est vraiment cette idée de, il y a la production, il y a le transport, il y a l'utilisation, la fin de vie que je prends en compte pour le concevoir, pour éco-concevoir. Donc, je propose voilà, on passe à la suivante slide. Et donc aussi, on a vu, bah, quand on a parlé de quels étaient les intérêts pour un ingénieur d'être durable, on avait vu principalement diminuer les impacts, mais il y avait aussi l'idée de maximiser le profit. Alors maximiser le profit, c'est un peu une façon détournée, ça, c'était formulé comme ça pour que vous le choisissiez pas, mais c'est vrai qu'il y a une réduction des coûts qui peut être intéressante dans le sens où si je fais un produit qui est recyclable ou qui dure plus longtemps ou autre, en fait, je vais utiliser des matières recyclées. En principe, je vais faire besoin peut-être de moins de matière pour produire ce produit-là. Ensuite, un avantage concurrentiel. On l'a vu, les consommateurs demandent de plus en plus des produits ben, soit recyclés, soit qui durent plus longtemps, ou autres, qui soient plus solides. Donc, c'est vraiment, ben, en fait, le produit va être beaucoup plus attractif pour ces consommateurs, puis ces consommatrices qui sont plus sensibilisés. Comme on a vu, il y a la loi GEC qui est passée, il y a plein de lois sectorielles qui sont en train d'arriver, dans le secteur automobile aussi. Et donc, du coup, il y a un moment où on est un petit peu obligé de prendre en compte certaines responsabilités élargies du producteur pour certains secteurs, les patries notamment. Et donc, tout cela fait qu'on est, pas seulement c'est intéressant d'un point de vue des coûts, d'un point de vue concurrentiel, mais c'est une nécessité d'un point de vue réglementaire. Et comme toujours, ben, l'impact positif dans le sens où ben, on va diminuer la pression sur l'environnement. Et donc là, on va faire un petit zoom sur l'analyse de cycle de vie. Alors, que je vais appeler ACV dans la suite. Alors, c'est une méthode d'évaluation normalisée, c'est-à-dire qu'il y a des standards qui existent. C'est l'ISO 14040. On va voir un peu comment elle fonctionne et les types de directives qu'elle donne. Et l'idée, ça va être de quantifier les impacts environnementaux. Donc, ça peut être d'un produit, mais ça peut être d'un service aussi. Et ça va être tout au long du cycle de vie. Et donc, du coup, vraiment, l'idée, ça va être, j'ai un produit, je vais l'utiliser d'une certaine façon pendant un certain temps. Et du coup, je vais regarder tous les impacts qu'il y a. Et donc, du coup, ça va me permettre, je vais prendre différentes variables de ce produit-là. Après, on va voir le cas du sèche-main. Donc, si au lieu d'avoir une coque en aluminium, j'ai une coque en plastique, est-ce que ça change? Si au lieu de sécher mes mains en dessous, je sèche mes mains à l'intérieur, est-ce que ça change? Et donc, ça permet de faire des choix qui vont être éclairés, on va dire des choix en termes d'impact qui vont être informés. Et donc, pour une petite présentation de comment ça marche, alors là, oui, d'accord. Bon, je vous laisserai lire Nathalie qui partage avec nous pour enrichir euh, la, la réflexion. Là, je vais juste continuer avec ça. Euh, Ok, mais donc, du coup, comment ça marche? Tout d'abord, il faut définir les objectifs de la CV qu'on veut utiliser et le champ de l'étude.
Cette idée d'unité fonctionnelle, on va revenir, qui est très importante. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce que je veux savoir? Est-ce que je veux comparer mon produit avec un autre produit qui existe sur le marché? Est-ce que je veux évaluer? Je suis en recherche-développement ou au début de la conception. Je me dis, est-ce que je veux comparer différents processus de production? Est-ce que je veux comparer différents matériaux que je veux utiliser? Et donc, ceci va informer, en fait, l'unité fonctionnelle qu'on va définir, sur laquelle je vais revenir après. Donc, on va faire l'inventaire de tous les impacts, de toutes les données. Et il y a des bases de données qui existent pour ça et qui vont nous permettre ensuite d'évaluer l'impact. Et donc, on voit qu'il y a des flèches un peu dans tous les sens parce que c'est vraiment une approche où, en fait, on va nuancer en fonction des résultats qu'on a. Est-ce qu'en fait, on voulait mettre l'accent davantage sur cet objectif-là, de voir est-ce que je changeais ce matériel-là par celui-ci. Donc, je vais redéfinir un petit peu les objectifs. Donc, ça va modifier les données dont j'ai besoin, donc l'évaluation d'impact et l'interprétation par être autre. Donc c'est vraiment cette idée c'est un outil qui doit permettre d'aider à des processus de conception des produits. Je propose qu'on passe à la slide suivante. Donc c'est ce concept dont je parlais tout à l'heure, unité fonctionnelle, qui est essentiel parce que c'est l'unité de référence dans le sens où c'est ce qu'on va évaluer parce qu'un produit ne peut pas être évalué à lui tout seul. Parce que comme on prend en compte tout le cycle de vie, il y a l'utilisation qui est très importante. Dans le cas d'une montre. En fait, si je veux évaluer une montre Casio qui est faite en plastique ou autre, par exemple, je sais pas, ou avec une montre de luxe qui sera faite en métal, mais en fait, il faut que je dise qu'est-ce que je veux évaluer? Est-ce que là, je vais juste évaluer tout ce qui est production, mais après, la durée de vie d'une est plus longue que la durée de vie de l'autre, en général. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le vendent. Et donc, du coup, on va se dire, ben, en fait, ça serait pas juste de comparer ces deux montres-là si on ne tient pas en compte qu'une peut-être dure 20 ans et l'autre dure un an. Donc, on va penser à la fonction qu'elles font. Et pourquoi est-ce qu'on veut une montre? Ben, c'est pour avoir l'heure, par exemple. Et donc là, on va se dire, bah, je veux regarder l'heure, savoir l'heure pendant 10 ans. Et qu'est-ce que ça impacte? Ben, si on dit que la durée de vie moyenne d'une Casio est un an, donc pour Casio, d'une montre standard est de un an, ça veut dire que pour ces 10 ans, je vais avoir besoin de 10 montres. Et donc, ça c'est important de le savoir parce que du coup, en fait, on va comparer, on va prendre les impacts de production de 10 montres-là. Alors que ça se trouve, on compare avec l'autre montre qui est beaucoup plus pérenne. Et donc, toute la fabrication va être, en fait, elle va être distribuée sur ces 10 ans-là. Et pourquoi c'est très important aussi? Parce que, par exemple, si on veut comparer un téléphone Nokia des anciens avec un smartphone actuel, on peut pas simplement dire passer des appels parce que ça va être archi biaisé, dans le sens où ben, un smartphone permet de faire beaucoup d'autres choses que passer simplement des appels. Et donc, il y aura plein d'impacts associés au smartphone qui vont entrer dans la CV, mais qui en fait, elle ne sera pas adaptée à ce qu'on veut comparer. Ça, c'est très clair. Et donc, une unité fonctionnelle doit répondre à quoi? Qu'est-ce qu'on veut faire? Combien? Est-ce que je veux regarder l'heure? Est-ce que je vais écrire 100 mètres si on parle d'un type de stylo? Comment et pendant combien de temps? C'est-à-dire qu'il faut un verbe d'action, un nom, c'est faux, et une durée de vie. Donc, on va faire un petit exercice pour voir si vous avez bien compris tous ces termes-là, et sinon, je reviendrai dessus. Les quiz. Donc, parmi les phrases suivantes, laquelle n'est pas une unité fonctionnelle? Donc, on a A, permettre l'écriture sur une distance totale de 90 km. B, permettre la communication vocale textuelle, l'accès à Internet et aux applications, ainsi que la prise de photos. C, permettre le transport d'une personne sur une distance totale de 100 km en utilisant de l'électricité en provenant d'une source renouvelable. Et D, permettre la production de 1,3 kWh d'électricité pendant une durée de vie de 25 ans. Alors, on a quelques réponses en privé, quelques réponses publiques. Et en effet, vous avez bien vu que la réponse est la B. Et est-ce que vous savez pourquoi c'est la B qui n'est pas une unité fonctionnelle? Oui, sinon, si quelqu'un veut l'écrire, mais sinon, je peux vous le dire. Pas quantifié. Le temps, exactement, c'est ça. En fait, ben là, on va se dire, ben, d'accord, mais pendant combien de temps déjà est-ce qu'il faut que je puisse faire ça? Parce que ben, il y aura des téléphones qui sont justement modulables, reparables, qui, en fait, le fait de le faire durer pendant 10 ans va faire que l'impact va être moindre que si je prends un smartphone que tous les 2 ans, il faut que je le change. Donc voilà, exactement, il y a pas de durée de vie. Donc là, on va prendre l'exemple des alternatives, cas d'options pour le séchage des mains.
Alors, donc ça va être, on va parler, il y a une étude ACV qui a été réalisée par le MIT, on va le donner à la fin. Et donc, on a pris, il y avait 7 cas on en a pris que 4. Alors, classique, donc il y a un sèchement grande vitesse, enfin, on trouve où on va insérer les mains dedans, et la coque est en aluminium. Ensuite, un sèchement à grande vitesse où on met les mains en dessous, simplement. Ensuite, les rouleaux qu'on tire et qu'on va réutiliser pour se laver les mains. Et ensuite, des essuie-mains, le classique papier qu'après on jette. Et donc, l'idée, ça va être d'essayer de comparer l'impact environnemental de ces types de sèche-mains différents. Alors, pour vous, quelle est, pour ces différentes options, l'unité fonctionnelle la plus appropriée? Appropriée. Je vous laisse le temps de les lire. Pour l'instant, on a un peu de tout. Alors, je dois vous laisser avec un souci, s'il y a documentation. Oui, alors, on voit que quelqu'un dit qu'il doit partir. Vous allez recevoir le replay du webinaire. Ah, bon, voilà. Oui, oui, le replay sera disponible et vous recevrez toute la présentation aussi. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est pour ça que je dis que vous recevrez. Donc, moi, je propose que nous revenons. Et en effet, la réponse, c'est la A. Parce qu'en fait, l'important, c'est là, c'est de penser au verbe d'action. Quelle est la fonction qu'on veut? Ça, c'est de sécher les mains. Et donc ici, c'est un utilisateur dans un bureau public pendant une utilisation. Mais en fait, le problème, c'est que les autres formulations, le verbe n'est pas assez clair. Parce qu'en fait, unité fonctionnelle, ça va être donner l'heure, passer des appels, sécher les mains. C'est vraiment cette idée de fonction. Donc, c'est bien ce que de mettre ici en avant. Donc, je propose qu'on continue. Voilà, donc ici vous avez voilà, la durée de vie d'un facteur. Bon, c'est Encore une vraiment fois, vous cette allez idée de recevoir, fonction. c'est ça, Oui, vous allez c'est recevoir ça. toutes les slides, donc on l'a redétaillé au cas où vous ne puissiez pas Mm. retourner sur le replay ou vous voulez une réponse rapide, mais ça, Elena l'a expliqué. Oui. Alors, selon vous, quelle de ces options a un impact plus important? Et après, laquelle a le moins important? On va commencer par le plus. Alors, est-ce que vous direz que c'est le sèche-main où on insère les mains à l'intérieur et qui sèche très vite? Est-ce que c'est celle où on met en dessous? Celle où on utilise le... Ça. Alors là, on a D, A ou D. D, C, D. Hmm. D'autres idées? Quelqu'un qui ne sait pas. Plus important, on a un A, moins important, un D. D'accord, on a A, C. Alors, ben, déjà, ça va dépendre. Bon, après, on va voir, on peut le voir. Mais en fait, on va essayer de voir en termes, parce que ça va pas être la même chose en fonction de l'impact environnemental. Après, il y a une façon normalisée de voir le tout et on y reviendra à la fin. En fait, mais là, si on va d'abord se concentrer sur des types spécifiques d'impact. En termes d'énergie cumulée. En fait, ça va être le A qui a en fait l'impact le moins important. Ça va pas être contre-intuitif, mais on y reviendra après. Et le D qui a l'impact le plus important. Alors pourquoi ça va être? Alors on reviendra sur les différentes hypothèses à la fin aussi de cette étude, parce qu'en fonction du pays où on fait l'étude et on suppose que l'utilisation a lieu, tout ce qui est, ben, par exemple, le mix énergétique va être différent. Donc c'est aussi très important, toutes les hypothèses, on verra. Euh, mais en fait, ben, le D, c'est la fabrication du papier qui va prendre. On va pas donner beaucoup de réponses parce qu'après, on fait des petites questions. Mais donc, du coup, le D, c'est en fait celui qui est le moins important. Et en termes d'eau, on peut dire bien, ben, c'est justement le C qui va avoir l'impact le moins important, c'est le rouleau de tissu réutilisable. Et encore une fois, le D qui a l'impact le plus important. Donc vraiment, on croit que le low-tech parfois, et alors que cette étude dit que ben, justement, c'est les papiers qui ont l'impact le plus important tant en termes d'énergie cumulée que de consommation d'eau. Je propose qu'on passe à... Donc ici, par exemple, on voit en fait lequel fait le mieux en termes... Bon, alors, le potentiel de réchauffement global, c'est justement le tri total, quand on va normaliser toutes les autres données et on va, du coup, ça les mettre sur la même unité et c'est en grammes équivalent CO2 et le transformer en potentiel réchauffement global. Donc là, on voit que le séchage, c'est lui qui a le moins d'impact.
Et on voit qu'en revanche, là où il fait le moins bien, c'est en consommation d'eau, où il est trié deuxième. Alors que les humains, vraiment, c'est 4 4 4 4 Et c'est en occupation des sols, des trois, parce que bah, le rouleau de tissu a plus d'impact. Mais donc ça, c'est intéressant parce que du coup, ça permet vraiment de voir où est l'impact et où il se situe. Non, mais tu fais bien de passer à la suivante slide, Maro, merci. Euh, et donc, quelles sont les étapes du cycle de vie qui ont la plus grande importance, la plus grande influence sur les résultats finaux de la CV pour les sèchements? Est-ce que c'est la fin de vie? Est-ce que c'est l'utilisation? Est-ce que c'est les matériaux? Est-ce que c'est le transport? Ou est-ce que c'est la fabrication? Pas des E, des C, des B. Et en fait, c'est normal que vous ne sachiez pas exactement ce quoi répondre parce que ça dépend du sèchement. Donc, si on passe au premier sèchement, celui où on insère les mains, moi, je te laisse le dévoiler. Alors, je vois des E qui apparaissent. Et ben, c'est l'utilisation. Parce qu'en fait, euh, vu que ça va être justement, on va utiliser beaucoup d'énergie, euh, c'est justement ce moment-là où on a l'impact. Mais ça, on va voir après comment c'est comptabilisé. Et ensuite, si on prend un autre exemple, par exemple celui du papier, suivant, hop, lequel a pour vous l'étape qui a le plus d'impact sur tout le cycle de vie. Allez, allez, moi, je te laisse dévoiler. Et en effet, c'était la E, je l'ai un petit peu dit tout à l'heure. Et en fait, si on passe à la slide suivante, on peut voir ici, en fait, ça c'est, bon, alors ici, on a plus parce qu'on a mis celui de toute l'étude. Et en fait, le sèche-vitesse et le sèche-main à haute vitesse où on insère, c'est l'option 1 à gauche. Celui où on met les mains en dessous, c'est le troisième, en commençant parce qu'il est en coque aluminium. L'autre, c'est un sèche-main standard. Et le standard, c'est le classique plastique où vous appuyez, il est lent et ça vous attendez. Lui, c'est le pire. Mais celui qui était à grande vitesse et on met en dessous, c'est le troisième en commençant par la gauche. Le rouleau de tissu, ensuite. Et les essuie-mains papier tout à droite. Ça dépend, est-ce qu'on considère que c'est des papiers vierges, est-ce qu'on considère qu'ils sont recyclés. On voit que ça ne change pas autant que ça l'impact, un tout petit peu. Et avec les couleurs, on voit que c'est en termes de matériaux, bien sûr, parce qu'on fait un petit peu moins de pression, quoi. Euh, et donc, attends, est-ce que tu peux juste revenir en arrière un mot? Hein, Ouais. 5 secondes. Et après, oui. Et donc, du coup, juste ici, on voit bien que en termes, là, c'est de résultat du scénario de référence. Quand c'est exactement, c'est quoi l'unité? Alors, c'est le PRG dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire le potentiel de réchauffement global. C'est exprimé, ici, ils l'ont pas mis dans l'unité, vous le verrez, mais c'est exprimé, c'est parce que c'est précisé tout en haut. C'est exprimé en kilogrammes équivalent CO2. Mais c'est juste en fait parce qu'ils ont normalisé le tout pour pouvoir cumuler les différents types d'impact. Est-ce que c'est sur l'eau? Est-ce que c'est ce que j'avais dit sur énergie cumulée? Donc ils ont vraiment utilisé ces kilogrammes équivalents CO2. Et donc voilà, ici on voit vraiment la différence entre, pour les ciments papier, c'est le rose, c'est la fabrication. En revanche, pour les autres, c'est plutôt l'utilisation. Et donc ça aussi, ça permet de dire en fait comment je le conçois pour que la fabrication soit moins importante ou autre. Alors après, sur les slides, pour les hypothèses, on va passer assez vite, c'est pour que vous les ayez. Elles sont aussi sur les thunes qu'on va... Oui, alors c'est pour une unité fonctionnelle. Bon voilà, alors l'unité fonctionnelle, elle est définie dans l'étude aussi. C'est le nom, en fait, c'est se sécher les mains pendant 5 ans, en pensant 350 000 utilisations. Mais donc, voilà. C'est toujours pour pouvoir faire une comparaison, il faut qu'il y ait une unité fonctionnelle. Et donc ici, on voit que toutes les hypothèses. Et oui, ils prennent en compte tout ce qui est, tout ce qui est fabrication. Et même ici, tu vois, pendant la phase de fabrication de la Chine, aux États-Unis, vous pourrez creuser pour venir vous plonger dedans. Mais ils sont tous les éléments sont pris en compte. Donc c'est assez surprenant quand même. Et ici, c'est l'étude. Et donc vous aurez tout ça. Mais je ne veux pas trop nous faire perdre de temps parce que je pense qu'on est un petit peu à la bourre. Et donc, quelle utilité? L'utilité, comme on l'a vu, ça peut permettre de comprendre l'impact environnemental, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il se situe, sur quel processus je dois me concentrer pour améliorer l'impact. Et par exemple, pour les jeans, c'est assez classique, et même pour les rouleaux de tissu, l'utilisation est très importante parce que qu'est-ce qu'on fait? On les lave, en fait. Et donc, le rouleau de tissu, je le mets dans la machine à laver,
Et donc là, je consomme de l'eau, je consomme de l'électricité. Et donc, du coup, c'est de voir, est-ce que du coup, c'est de concevoir, de aussi faire, il faut faire de l'éducation auprès du consommateur sur l'impact. Est-ce que je conçois des choses qui durent plus, qui se lavent plus facilement avec des programmes à 30 au lieu de 40 degrés, par exemple. Et donc, c'est ça, ça permet en fait de prendre des décisions éclairées sur des nouveaux processus, des innovations technologiques qu'on veut mettre en place. Et donc, du coup, toujours, on va communiquer avec les parties prenantes, avec les clients. On va améliorer l'image de marque. C'est aussi intéressant parce que, en général, en tant qu'ingénieur, parfois dans une entreprise, vous n'avez pas beaucoup de pouvoir de décision sur certaines choses. Et avoir des arguments comme ça qui permettent d'améliorer la compétitivité, l'image de marque, de répondre aux parties prenantes, c'est des choses qui vont être entendues par l'entreprise et qui vont vous permettre, vous, de jouer un rôle, de faire évoluer les choses. Euh, oui, et c'est exactement ce que dit par rapport. En fait, c'est ce qu'on avait avec les montres. Par exemple, quand on prend une montre plus petite, qu'on a l'impression qu'elle a besoin de beaucoup moins de matériaux qui sont source de tension, mais on prend une durée de vie très longue, ben, en fait, le processus de fabrication va diminuer par ce type d'utilisation. Et ce qui est bien, c'est que ce type de longue durée, ça contribue à se dire, ben, on veut un produit qui soit le plus pérenne possible, parce que sinon, il faut prendre en compte à chaque fois le processus de fabrication pour chaque nouvelle version du produit. On passe à l'économie circulaire maintenant, qui est un peu, bon, et qui est étroitement liée à l'éco-conception. En fait, l'économie circulaire, simplement, au lieu de penser un truc linéaire où je produis, je vends, j'utilise, je jette, c'est ben, je produis, je vends, j'utilise et je le remets dans la boucle. Ça peut être parce que je vais réutiliser le produit. Par exemple, je veux plus un vêtement, je le donne à Emmaüs, ils le vendent et il a une deuxième vie. Soit parce que je trouve une utilisation différente. Je sais pas, j'achète une canette de pois chiche, je la finis, je l'utilise comme un pot où je mets mes types de crayons. Ou bien parce que je vais recycler. Et du coup, là, c'est le recyclage. En fait, ici, on va pas creuser cela, mais chaque boucle de réutilisation a un impact différent, nécessite des énergies différentes. Et ça, dans notre cours, c'est très bien expliqué. Mais là, j'ai pas trop de temps. On va d'abord se concentrer sur le petit cas. Oui, et donc voilà, c'est ça. On peut réduire, on peut réutiliser, recycler et puis réparer. Vous avez un trou dans votre jean, vous le réparez, vous pouvez remettre cela. Donc, c'est toutes ces idées un peu d'économie circulaire en fait, c'est les 4 R, le classique. On va vraiment essayer de ne pas jeter les choses et de faire des boucles qui se ferment. Et donc, voilà, comme toujours, réduction des impacts. Donc, on va prendre l'exemple du smartphone et de l'économie circulaire. Et donc, on va en fait un peu s'intéresser à comment est fabriqué un smartphone, les matériaux, les impacts environnementaux et pourquoi le principe d'économie circulaire est très important. Alors, allons-y, Mao. Donc voilà, c'est cette étape on va explorer ensemble. On passe de la conception et des choix de matériaux. Ensuite, on va développer le produit, on va produire le produit en nous concentrant plus sur la modularité et la réparabilité dès le moment où on produit, dès le moment où on va concevoir. Ensuite, est-ce qu'on peut voir des modèles d'affaires, donc la façon dont je vends, est-ce qu'elle peut être différente? Et ensuite, la fin de vie et le recyclage pour justement permettre qu'ils soient utilisés, ces matériaux qui rentrent dans la boucle. Donc, commençons par une petite question. Alors, pourquoi l'économie circulaire est-elle cruciale pour les secteurs technologiques et industriels? Je vais essayer de lire les différentes options pendant que je me sers de l'eau. Hop, très bien, je vois beaucoup de A. Et en fait, oui, c'est bien là. Après, les autres ne sont pas vraiment réalistes. On avait poussé un petit peu loin parce qu'on ne peut pas se passer complètement des métaux rares. En tout cas, les processus de recyclage actuellement ne permettent clairement pas de le faire, malheureusement, et même les technologies qu'on a. Euh, donc voilà, c'est pas. En fait, c'était vraiment. On a peut-être aussi pigé un tout petit peu, mais ça va. Vous avez tous très bien répondu. Euh, ensuite, alors, maintenant, vos smartphones, comme vous savez, il y a plein de métaux rares qui sont dessus. On utilise plein de différents éléments, que ce soit pour les puces, pour les écrans et autres. À partir de quand est-ce que, selon les estimations d'épuisement
des métaux qui composent votre smartphone, est-ce que vous pensez qu'on ne pourra pas les fabriquer tels qu'on les connaît aujourd'hui? Voilà. J'ai des A, on a des B, on a des C, on a un peu de tout. B, C, B. Bon, bah, c'était en fait A avant 2038. Alors ici, on a mis la date estimée selon différentes études d'épuisement ou quand les ressources deviendront limitées de différents matériaux qui composent le smartphone. Et en fait, l'or et le cuivre, il y a des études qui estiment que vont sont épuisés aux alentours de 2038. Alors le cuivre pour tout ce qui est télécommunication, alors c'est un métal conducteur qui marche très bien. Ben, il y a Nexans, un grand producteur français de gros câbles pour l'électrification. Euh, c'est un métal indispensable et là du coup ils sont en train d'essayer de voir est-ce que l'aluminium est une alternative viable, beaucoup moins intéressant en termes de conductivité et autres. Mais en fait, c'est pour l'instant une des seules alternatives qu'on trouve. Mais du coup, le recyclage, c'est vraiment, en fait, il y a vraiment cette nécessité. On a une quantité de cuivre chez nous en termes d'écouteurs et autres, et cette nécessité de, en fait, trouver des façons de le recycler. Donc, l'économie circulaire est très importante. Euh, Ensuite, ben, le zinc qui est utilisé sera 2040, tout ce qui est nickel pour les batteries 2050 et le cobalt aussi pour les batteries non, 2120. Donc là, on est un petit peu plus tranquille, mais 2038, ça sera compliqué. Donc, passons à la partie suivante. Donc là, on était tout d'abord, tout ce qui est matériaux, et là, oui, et donc passons à cela. Comment est-ce qu'on choisit les différents matériaux? Alors, comment est-ce lorsqu'on essaye de composer un smartphone, quel type de matériaux est-ce qu'on devrait utiliser pour qu'il soit le plus recyclable et le plus réparable possible? On a un peu parlé de Nexens. Ok. On va des C, on va des B, 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 B. Très bien, donc je propose qu'on montre. Et ben, en effet, c'est bien le B. Après, c'est vrai, bah, c'est ce qu'on disait. En fait, très souvent, le problème, c'est que même pour tout ce qui est conductivité, pour tous les fils, là, ben, Nexans est en train de se tourner vers l'aluminium un peu, alors que le cuivre est beaucoup plus performant. Mais en fait, en termes d'impact, en termes de recyclabilité, l'aluminium est beaucoup plus robuste, on va dire. Et donc, du coup, voilà, c'est parfois, il faut essayer de trouver cet équilibre entre performance technologique et la réparabilité du produit. Donc, ça, c'est aussi des choix à mener en tête. Donc, passons maintenant à la modularité et à la réparabilité. Donc, pourquoi est-ce que la modularité est-elle essentielle dans l'économie circulaire? Hop, voilà, je vous montre. Attendez. A, ABC. Et quelques pense que... Hop, vas-y, Mao, tu peux nous montrer. Et voilà, c'est A, en fait, elle permet de remplacer facilement les pièces critiques et réduire la quantité de déchets électroniques. Alors, c'est vrai que ça simplifie pas forcément les processus de fabrication, euh, parce que bah, justement, on va devoir penser, vu qu'on va pas pouvoir souder certaines pièces, bah, euh, ça peut compliquer la façon dont les pièces vont interagir entre elles, vu qu'elles doivent pouvoir être séparées et puis changer, surtout si une est mise à jour. Donc c'est vraiment, ça peut exiger un peu plus en termes de comment est-ce qu'on conçoit le produit, ça va pas forcément simplifier. Et après, euh, c'est vrai que ça peut garantir, si on fait que l'appareil photo soit modulable, par exemple, ça peut être garantir qu'on peut le mettre à jour, mais du coup, il faut quand même qu'on pense à que le reste du hardware du smartphone doit pouvoir fonctionner avec cette nouvelle mise à jour. Donc voilà. Euh, et pas forcément augmenter. Donc, passons vers des nouveaux modèles. Allez-y, vas-y, vas-y. Elle me dit de façon un petit peu discrète que je parle trop, mais c'est bien. T'as bien raison. Euh, donc, passons maintenant, on a vu l'importance des différents matériaux, l'importance dans la conception, comment est-ce qu'on fait de la modularité, les processus, comment ça les impacte. Et maintenant, une fois qu'on a le produit qui est créé, il y a des
façons de vendre et des façons de penser comment est-ce que notre modèle d'affaires peut vivre qui va, qui vont aller dans le sens de l'économie circulaire. Donc, c'est vraiment voir comment à toutes les étapes, il y a des principes d'économie circulaire. Donc, allons-y. On voit un modèle basé sur la location où le reconditionnement contribue-t-il à réduire l'impact environnemental des smartphones? Est-ce qu'il permet de maximiser les profits en grattant des produits neufs? Est-ce qu'il favorise la réutilisation des appareils, réduit la durée de vie moyenne des smartphones, ou il élimine complètement le besoin de recycler les appareils en fin de vie? C'est-à-dire que vu que c'est le reconditionnement, pas besoin de recyclage, c'est-à-dire parce qu'il faut savoir que le reconditionnement, c'est plus réparation, et le recyclage, c'est si on prenait le smartphone, on le démonte et on réutilise les différents matériaux. Hop, je vois que vous avez tous bien vu que c'était le B. Et en effet, en fait, les options 1 et 3 étaient un petit peu des pièges car elles se concentrent plus sur les aspects économiques, commerciaux qui ne sont pas forcément alignés avec ce qu'on cherchait. Et après, il y a vraiment des enjeux un petit peu plus compliqués à prendre en compte, c'est l'effet rebond. On en parle dans la formation. Et c'est très important parce que parfois, on peut penser à Vinted, par exemple. Ce qu'on a vu, c'est que du coup, les gens se sentent moins coupables d'acheter plus de vêtements parce que en fait, il y a deux biais. Déjà, on achète plus d'occasion. Mais ce qui veut dire que les gens qui les mettent en ligne d'occasion se disent, bah, au pire, j'achète un nouvel vêtement, c'est pas très grave, je vais le mettre en l'occasion après. Donc, on regarde, est-ce que on a diminué la consommation de nouveaux vêtements ou on l'a augmenté? C'est plutôt une augmentation qu'on observe. Et donc, c'est pareil avec lorsqu'il y a des efficacités énergétiques qui arrivent et on consomme moins d'électricité. L'effet rebond, c'est si du coup ça devient plus populaire et on l'utilise plus, ben, en fait, l'économie qui a été l'économie d'énergie pendant une utilisation, elle va être compensée par le fait qu'on utilise beaucoup plus. Et donc, ça, c'est ces effets rebonds qu'il faut avoir en tête. Donc là, il se peut que les gens se disent, de toute façon, un nouvel iPhone, je l'achète. L'autre, il n'est pas perdu parce que je le mets sur ce site en ligne de reconditionnement et donc je me déculpabilise. Donc c'est aussi important à prendre ça en compte. Je suppose qu'on passe à la question suivante. Et donc fin de vie et recyclage. Donc là, c'est la dernière étape de notre cycle de vie. Et donc, quels sont les principaux défis associés au recyclage des smartphones et comment anticiper dès la phase de conception? Ici, on voit bien, c'est toujours cette importance de, dès qu'on conçoit quelque chose, il faut déjà penser à tout le cycle de vie pour optimiser le tout, faire des calculs qui marchent bien. A, A, B, ok, je propose tous. Alors, c'est vrai que là, on a mis un peu le principal défi, et c'est en fait notamment lorsqu'on voit, c'est ce qu'on a remarqué avec le cuivre. En fait, il y a maintenant des filières qui commencent à se développer pour les métaux rares, mais le problème, c'est qu'elles n'existent pas encore entièrement. Elles sont en train de développer, et donc du coup, ça fait que déjà, c'est compliqué lorsque on a soudé différents éléments de bien séparer tous les métaux rares, et en plus, euh, pour les mettre ensuite chacun dans sa propre filière et pouvoir les recycler. Mais bon, ça va devenir une nécessité, donc les filières sont en train de se structurer et tout. Mais donc voilà. Après, on passe à la dernière question. Je crois que c'est l'ouverture en fait. C'est bon pour toutes les questions. Vas-y, Mao. Hop. Et donc, est-ce que vous avez des idées d'entreprise qui utilisent justement ces nouveaux modèles d'affaires un peu plus durables dans le sens où ils essayent de penser de façon différente la consommation? Cette idée un peu plus circulaire, make sense. Patagonia, Fairphone, exactement. Patagonia, c'est un très bon exemple aussi parce que, en fait, eux, ce qu'ils font, c'est vous avez votre veste, elle est cassée, vous pouvez aller là-bas, ils ont des endroits de réparation. Et Fairphone, justement, ça se sent beaucoup sur la modularité. Après, ils sont quand même au Fairphone 4, ce qui montre que pour les mises à jour dont on parlait tout à l'heure, c'est parfois un petit peu compliqué de réussir à faire que le hardware qu'on a développé à un moment suive les innovations technologiques. Donc ça, il y a tout un enjeu aussi de penser, c'est pas toujours prévisible, mais ils ont quand même maintenant cette chose où en fait la batterie fonctionne plus, je peux l'enlever très facilement, je la change. Ma caméra est abîmée, l'écran il est pété. Et vraiment, c'est en fait l'utilisateur est beaucoup plus capable de mettre à jour tout ça. Donc je propose que nous, ben voilà, on avait passé pensé à faire fun. Et il y a Back Market aussi qui a c'est un peu ce business model circulaire dans le sens où ben, vous avez un smartphone qui est mort chez nous. L'ADEME a fait une étude de la quantité de
de smartphone qu'on utilise, pardon, de téléphone qu'on n'utilise pas et qu'on a chez nous qui était assez, je ne me souviens même pas combien c'était par personne, mais c'était un chiffre assez élevé. Et donc, du coup, c'est un peu cette idée bah, de donner une deuxième vie à ces éléments qu'on a chez nous en passant par le reconditionnement. Et donc, du coup, ils sont réparés. Et du coup, ça permet de donner une autre vie. Après, comme je disais, il y a toujours ces effets rebonds. Et pour faire fun, il y a aussi les gens en jeux sociaux qui sont pris en compte, notamment être sûr que les procédés sont fabriqués de façon juste par des personnes qui ont une sécurité sociale, des conditions de vie et tout. C'est vrai que l'ACV, petit point, ne prend pas en compte des enjeux sociaux. Il y a une ACV sociale qui existe pour ça, mais simplement, la CV en tant que telle se concentre vraiment sur les impacts environnementaux. Donc, je pense que peut continuer. Et donc, toujours cette idée du technodiscernement, c'est évaluer la pertinence. On peut trouver des matériaux composites qui ont des performances énergétiques incroyables, qui marchent très bien, qui permettent l'information de circuler très vite. Mais en fait, si après, ça a une durée de vie courte, si on ne peut pas recycler, si on ne peut pas les séparer, c'est qu'une logique de extraire des matériaux, il faut toujours se poser des questions par rapport à ça. Ensuite, on a un produit. Est-ce qu'on veut une nouvelle fonctionnalité? Il va faire consommer énormément d'énergie en plus pour quelque chose qui n'est même pas un genre besoin pour l'utilisateur. Du coup, il y a toujours cette idée de tant en service comme en produit, se poser cette question. Et donc, c'est l'innovation responsable qui entre en compte ici. Euh, donc voilà, là, on va passer à notre formation, un petit mini topo euh, à ce sujet pour que vous voyez. Donc, qu'est-ce que c'est? Elle est composée de six leçons différentes. On découvre tout d'abord vraiment une perspective de pourquoi est-ce qu'il y a ce défi qui se pose à l'ingénierie durable. Et ensuite, on va passer plus à des aspects plus opérationnels, quantifier les impacts, pardon. Quantifier les impacts en développement durable. On va voir ben, l'éco-conception qu'on a vu ici et en fait, comment penser la performance d'une autre façon plus élargie, que ce soit pas simplement le progrès technologique qu'on va mettre sur un produit, mais en fait la performance, genre, large performance environnementale et aussi de bien répondre aux besoins des utilisateurs. Ensuite, l'économie circulaire pour améliorer les processus industriels. Il y a notamment aussi parfois des façons de collaborer, d'imaginer différentes synergies avec des acteurs. Par exemple, j'ai une usine qui, en fait, utilise de l'eau comme liquide réfrigérant et du coup, elle a une source d'eau chaude. Bah, du coup, moi, si j'ai besoin d'eau chaude pour quelque chose, je pourrais faire une alliance avec cette usine à côté de moi pour qu'on partage ces déchets, on va dire, des choses dont elle n'a pas besoin avec moi, qui me servent. Donc, du coup, cette idée de penser différentes synergies. Ensuite, dans le leçon 5, vous, en tant qu'ingénieur, comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre une ingénierie durable avec les différents outils qui ont été vus. Et du coup, là, le leçon 6, qui est plus une ouverture vers le futur, plus ben, comment est-ce qu'on peut imaginer ce nouveau métier d'ingénieur durable. Et il y a un petit cas à la fin sur une entreprise concrète réelle. Oui, chaque leçon, de la 1 à 5, vous avez des petits exercices d'application. Et ensuite, leçon 6, il y a un cas final qui, du coup, c'est une entreprise dans le secteur agroalimentaire qui fait face à des défis. Et du coup, comment est-ce qu'on essaye d'accompagner cette entreprise vers sa transformation. Et donc, voilà, et vous Alors, avez les prochaines dates aussi. Je passe la parole à Mao. merci beaucoup, Elena. Donc déjà, merci à tous. On est pile poil dans le timing, donc si vous avez faim et que vous voulez y aller, vous pouvez y aller. On a simplement une petite question qui a été mise dans la partie questions-réponses de Paul, qui nous demande, est-ce que vous formez aussi sur des outils logiciels d'ACV durant la formation pour qu'on puisse l'appliquer directement en entreprise? Euh, et- Alors, on a des cas d'application à CV. On peut vous donner, par exemple, pour faire l'inventaire de l'ACV, on utilise des différentes bases de données et autres. Donc, on peut vous donner des liens vers ça, mais nous, on ne forme pas à l'utilisation d'outils concrets. En fait, on vous dit, pour le processus d'ingénieur durable, il va avoir cet outil spécifique, l'ACV qui est intéressant pour ça, ça, ça. Ça se passe comme ça. Il y a ces outils qui sont utilisés, qui sont pertinents. Donc, on vous éclaire sur vers où est-ce que vous pouvez aller. Et ensuite, ce sera du coup plus à vous de si vous voulez vous spécialiser du coup en ACV pour ça, du coup, allez voir cet outil. Alors, nos formations, certaines d'entre elles sont certifiantes.
pas celles-ci encore, mais en revanche, elles sont financiables. Nous, on est un organisme de formation reconnu, donc elles sont financiables via l'OPCO et CPF. Ça, euh, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. N'hésitez pas à nous faire des retours. C'est encore un format qu'on essaye de mettre en place. Donc, si vous avez des retours sur bah voilà, le contenu, sur la manière dont ça s'est déroulé, n'hésitez pas à nous faire des retours, même là dans le chat, si vous avez quelques secondes ou quelques minutes. Nous, ça nous permet de progresser, d'avancer, de pouvoir continuer à mettre à jour. Euh, n'est pas financé. C'est Ah, exactement ça. Les formations qui ne sont pas certifiantes, elles ne sont pas finançables par le CPF. Par contre, on a des d'accord. conseillers financiers. Voilà. Elena ne s'occupe pas de cette partie, donc Oui, pour sa défense, désolée. elle ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, sachez que on a des conseillers qui s'y connaissent vraiment beaucoup et qui n'hésitent pas à voir les différentes manières, que ce soit la région, que ce soit les OPCO, de trouver des financements pour faire en sorte que les formations restent accessibles. Donc voilà, Oui, c'est vrai qu'on... si tu veux ajouter quelque chose, n'hésite pas, Non, Elena. j'allais juste te dire que du coup, on a une autre formation qui, elle, oui, est financée au CPF parce qu'elle est, parce qu'elle est certifiante et c'est manager la durabilité d'entreprise, mais c'est pas du tout focus ingénierie. Là, pour le coup, c'est vraiment plus C'est vaste ça. avec tous les enjeux pour les entreprises. Donc, voilà. Pour information, on a à peu près la moitié de nos formations qui sont certifiantes. Et l'objectif, c'est vraiment de réussir à toutes les certifier. Ça prend du temps, mais c'est en cours. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter. On a une adresse email, donc contact@ecolinde.com, ou simplement aller sur notre site. On a plusieurs informations sur, sur un petit peu tout, les financements, sur les formations, les détails de modules par leçon, etc. Donc voilà, et j'espère en tout cas que ça vous a plu. Vous recevrez donc bien le replay ainsi que les slides avec des liens vers les études, des liens vers les informations que Elena vous a transmis tout au long. On espère vous revoir très vite et en tout cas passer une excellente journée et un très bon week-end. Voilà, merci beaucoup. Et merci beaucoup pour vos retours. Ça fait plaisir de voir que ce format vous plaît, que c'est assez dynamique. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez une très bonne journée. Au revoir.